Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous plutôt, et bienvenue dans ce premier webinaire de 2026. Je vous souhaite une très bonne année à vous, vos enfants, vos familles pour 2026. Je crois que c'est encore d'actualité. Je suis Caroline Mignalet, dirigeante de Averroès e-learning, et on va dans ce webinaire aujourd'hui organisé en partenariat avec la FAPE s'intéresser aux parcours internationaux dans les lycées français de l'étranger. Comme Mélissa de la FAPE doit nous quitter rapidement parce qu'elle est conviée à une autre réunion tardive, je vais lui donner la main tout de suite pour qu'elle vous parle en quelques minutes de la FAPE. Et puis, je reprendrai la main pour vous expliquer comment on va s'organiser ce soir. Voilà. Donc, Mélissa, je te donne la parole. Bonsoir, merci beaucoup Caroline. Et je ne vais pas vous parler de la FAPE parce que tout le monde connaît la FAPE désormais, étant donné la situation dans le réseau et les communications dans tous les sens. Voilà, donc on est la fédération de vos associations de parents d'élèves dans les établissements français à l'étranger. Je vous souhaite une très bonne année 2026. Elle va être mouvementée, mais on va essayer qu'elle soit le plus sereine possible. Et je remercie beaucoup Caroline de nous parler de ces parcours qui sont déjà assez développés et amenés à se développer encore plus parce que nos établissements sont vraiment le lieu où les faire vivre avec un plurilinguisme qui est de plus en plus important et valorisé dans les cursus. Voilà, merci beaucoup à tous et bonne visio. Merci beaucoup, Mélissa. Bon courage. Donc, en fait, dans le cadre de ce webinaire qui a été en fait programmé pour la première fois l'année dernière, justement à la demande de la FAPE, pour vous informer un petit peu mieux ou plus sur ce qui était possible sur ces parcours internationaux dans les lycées de l'étranger. On va donc voir un peu dans un premier temps quels sont les différents parcours qui existent du collège jusqu'au lycée. À quel type d'élèves il s'adresse, quel est un peu le profil des élèves qui suivent ces sections internationales ou ces parcours internationaux. On s'interrogera aussi quand même pour les plus grands, sur l'intérêt de ces parcours dans l'orientation et en particulier dans les filières sélectives. Et puis, on finira rapidement par vous présenter comment, pour ceux qui ne le connaissent pas, comment est-ce qu'à Averroès e-learning, on travaille pour accompagner éventuellement les élèves qui en ont besoin ou qui le souhaitent dans les lycées français de l'étranger. Voilà. Alors, je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure via le chat. Je pense que ce sera l'outil le plus simple ce soir. J'y répondrai dans la mesure de mes capacités, la mesure de mon niveau d'information. Et si je n'ai pas une réponse immédiate, bien sûr, je m'engage à rechercher pour vous et à vous répondre ultérieurement. Donc, n'hésitez pas vraiment, il n'y a aucune question, il n'y a pas de question bête, c'est comme pour les élèves. Au contraire, il peut y avoir des choses sur lesquelles je ne suis pas claire ou sur lesquelles vous avez besoin d'un approfondissement. Donc, comme effectivement Mélissa vous l'a dit, dans les lycées français de l'étranger, ces parcours internationaux au collège comme au lycée sont déjà excessivement présents et vous devez forcément en connaître un certain nombre. Et ils sont amenés à se développer puisque c'est une vraie volonté et que en tout cas de l'AEFE, enfin du réseau et aussi du ministère des Affaires étrangères et de l'Éducation nationale. Ces sections internationales existent aussi bien sûr en France, mais c'est vrai que les lycées français de l'étranger, de par leur ADN en fait et leur mode de fonctionnement, leur multilinguisme, sont des lieux favorables au développement de ces sections dont vont pouvoir bénéficier vos enfants. Donc, quels sont les différents parcours pour y voir un petit peu clair?
Alors, cette année, j'ai décidé de commencer par le collège parce que en réalité, les sections internationales démarrent au collège. Et dans de très nombreux établissements, elles sont proposées aux élèves à partir de la cinquième, voire dans certains lycées, comme à Singapour par exemple, dès la sixième. Il y a même dans certains établissements, et en particulier sur des sections internationales anglais, des classes qui sont ouvertes en section internationale en dernier cycle de primaire, c'est-à-dire sur les classes de CM1, CM2. Voilà. Et quand on parle véritablement de section internationale au sens de l'éducation nationale, ce sont des sections qui sont ouvertes dès la cinquième et qui euh, incluent, qui donc se caractérisent par 6 heures d'enseignement en langue étrangère. Ces 6 heures d'enseignement en langue étrangère, en fait, c'est pas 6 heures de cours en plus, en réalité, c'est 4 heures de cours en plus pour les collégiens, de la cinquième jusqu'à la troisième. C'est 4 heures de cours de langue vivante supplémentaire dans la langue de la section choisie. Donc, si votre enfant à Madrid a choisi la section espagnole au collège, euh, il va avoir 4 heures d'espagnol en plus des 3 heures d'espagnol prévues à l'emploi du temps. En plus de ces 4 heures de langue vivante supplémentaires, les enfants vont avoir 2 heures, en règle générale, d'histoire-géographie qui sont enseignées dans la langue de la section choisie. Donc pour les sections internationales anglais en anglais, pour les sections internationales espagnoles en espagnol, etc. Donc ça veut dire que l'enseignement d'histoire-géographie, qui je crois au collège est d'environ 4 heures, il va se répartir en 2 heures en français et 2 heures dans la langue de la section choisie. Donc ça ne te rajoute pas d'heures à l'emploi du temps des enfants. Ces sections internationales dans les lycées français de l'étranger, elles sont ouvertes en 18 langues, je vais dire, que je vous ai listées ici. Donc, les langues dites classiques, hein, anglais, américain, enfin, pardon, allemand, américain, anglais, etc., espagnol, italien, japonais, etc. Donc, voilà, vous avez 18 sections possibles qui seront les mêmes d'ailleurs au lycée. Et seule petite spécificité pour les sections chinoises, donc dans les lycées français de l'étranger de mémoire, les seules sections chinoises au collège, elles sont au lycée de Shanghai et de Pékin. La discipline non linguistique qui est enseignée en chinois, ce n'est pas l'histoire-géographie, ce sont les mathématiques. Voilà. Donc, sur le programme de maths, sur le volume horaire de maths, quand on est en section chinoise à Shanghai, on a 2 heures de maths enseignées en chinois. Ça, c'est pour l'enseignement. Qu'est-ce qui se passe au niveau du brevet? Alors, au niveau du brevet, c'est un petit peu comme pour le baccalauréat, mais dans une version un petit peu simplifiée. Pour le diplôme du brevet, les élèves peuvent présenter une option internationale au brevet. Cette option internationale, elle n'est ouverte que aux élèves qui sont inscrits en section internationale en classe de troisième dans leur établissement. Et pour que l'élève obtienne son brevet, donc diplôme national du brevet, mention option internationale, il faut qu'il ait 10 sur 20 à 2 épreuves orales spécifiques, qui viennent donc se rajouter aux 4 épreuves qu'ont les élèves enfin aux 5 épreuves, pardon, qu'ont les élèves pour le brevet. Puisque pour mémoire, au brevet, les élèves passent le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, les sciences, avec une combinaison de 2 sciences, donc soit physique-chimie SVT, soit physique-chimie techno, soit, voilà, soit SVT techno. Euh, et un oral de soutenance de brevet. En plus de ça, les élèves inscrits en section internationale vont passer une épreuve de langue et de littérature,
Cette épreuve de langue et littérature, elle est coefficient 1. Elle dure 20 minutes. 10 minutes pendant lesquelles l'élève va présenter un dossier qu'il a préparé pendant l'année dans ses cours de langue supplémentaires, dans ses cours d'anglais ou d'espagnol, section internationale, ces fameuses 4 heures de langue vivante supplémentaire. Donc 10 minutes, il présente son dossier et puis il y a 10 minutes d'entretien, évidemment, dans la langue de la section choisie. Deuxième épreuve, c'est une épreuve donc de discipline non linguistique qui est elle aussi coefficient 1. Donc c'est de l'histoire géo pour la majorité des élèves et des maths pour les élèves en section chinoise. Cette épreuve, elle dure 15 minutes. Donc l'élève présente 5 minutes et il a entre 5 et 10 minutes d'entretien avec le jury, sachant qu'il aura préparé son sujet, il lui est donné le jour de son passage pendant 15 minutes. Voilà un petit peu pour le brevet. Donc enfin, en tout cas pour la partie collège. Donc je ne sais pas si à ce stade il y a déjà des questions. Les élèves qui étaient inscrits en section internationale en classe de troisième sont normalement admis de droit en section internationale au lycée, si cette section existe. Évidemment, si vous changez d'établissement, s'il y avait dans le lycée où étaient inscrits vos enfants jusqu'en troisième une section internationale arabe et que vous y basculent dans un autre lycée à l'autre bout de la planète dans lequel il n'y a qu'une section internationale anglais, évidemment que là, c'est pas de droit. Euh, donc voilà pour le collège. Alors, il y a une question. La section ELCE, j'avoue que je ne suis pas sûre de savoir ce que c'est ELCE. Euh, c'est une option au lycée de Lisbonne. Ben, je pense que c'est une section, c'est probablement le nom de la section internationale au collège, avec effectivement plus d'heures d'anglais, tout simplement. Voilà, c'est le format. Après, je vous avoue que vous allez voir, et au lycée, c'est pareil. Selon les établissements, je vais dire que l'habitude de l'établissement peut être d'appeler ces sections, ces options internationales d'un autre nom. Mais en gros, globalement, le mécanisme est le même. Et au niveau officiel, en fait, euh, pour avoir le brevet, en tout cas au collège, le brevet option internationale, il faut effectivement pouvoir avoir préparé, avoir eu ces 4 heures de langue supplémentaires et avoir eu une discipline non linguistique. Euh, voilà, enseignement de langue et culture européenne en anglais. Voilà. Donc, alors, il peut y avoir, et on va le retrouver au lycée, effectivement, mais une partie qui s'appelle section européenne ou section internationale, et en fait qui regroupe les mêmes réalités. Ça crée juste un petit peu de confusion. Au lycée, comment ça se passe? Alors, effectivement, et c'est ce modèle du lycée que dans certains établissements, vous pouvez retrouver au niveau du collège, en tout cas dans le vocabulaire. Vous avez, en fait, il existe au lycée 3 voies, 3 parcours internationaux, en fait. Le premier, c'est ce qu'on appelle les sections européennes ou les sections en langue orientale. Les sections européennes, effectivement, ça s'intéresse, enfin, ça concentre les enseignements sur 7 langues européennes principales, les sections orientales sur les 4 langues orientales. Donc, au total, on a 11 langues. On va le voir après dans le détail. On va voir que c'est un petit peu allégé par rapport à ce qu'on va attendre des élèves dans un bac français international, qui est la deuxième option. Le deuxième parcours, c'est un parcours qui a été créé il y a maintenant 2 ans. La première
les premiers bacheliers sont des bacheliers de 2024. Donc, c'est ce qu'on appelait avant l'OIB, l'option internationale du bac, pour ceux qui ont des enfants plus grands, et qui s'appelle maintenant bac français international, et qui va se décliner en option bilingue, trilingue ou quadrilingue, et qui est proposé dans le réseau sur 12 langues, par 12 langues différentes. Et enfin, troisième option, ce que l'on appelle les doubles bacs. Donc, les doubles bacs, ça signifie que l'élève sort du lycée avec un baccalauréat français et le diplôme de fin d'études secondaires du pays partenaire. En l'occurrence, c'est possible en Allemagne avec la BIBAC, c'est possible en Espagne avec le Bachibac et c'est possible en Italie, c'est ce qu'on appelle les ABAC. Donc, dans ces trois cas, l'élève sort en fin de terminale avec son bac français et son bac espagnol, allemand, enfin l'équivalent, donc la maturité en Espagne, l'abitur en Allemagne et en Italie. J'ai oublié comment ça s'appelait. Et le diplôme italien de fin de secondaire. Quand on a fait un BFI, on obtient son baccalauréat français, option internationale. Quand on fait uniquement une section européenne, on obtient le bac français, le baccalauréat général, option section européenne de la langue en question. Voilà, au niveau du diplôme, ce que cela change. Maintenant, on va le voir juste après, ça change quand même un certain nombre de choses en termes d'emploi du temps et d'attendu vis-à-vis des élèves. Alors, en section européenne, globalement, c'est le même fonctionnement qu'au collège. C'est pour ça qu'à Lisbonne, euh, vous l'appelez enseignement de langue et culture européenne en anglais. Puisque, en fait, le principe de la section européenne ou de la section en langue orientale, pareil, c'est une discipline non linguistique et un renforcement en langue vivante. Là où c'est relativement souple pour les établissements, c'est que le volume horaire est laissé au choix de l'établissement. Donc, il n'y a pas de volume horaire spécifique. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas pour la question de Pascal en ce qui concerne Bruxelles, je ne sais pas s'il manque 2 heures ou si dans les choix qu'ont fait le lycée français de Bruxelles, en fait, ils sont dans ce cadre où ils ont une relative marge de manœuvre. En termes d'évaluation par rapport à l'examen, ce que vont avoir les enfants. Donc, en gros, en section européenne, ils ont l'emploi du temps normal du lycée, seconde, première, terminale, volume horaire normal. Ok. Ils peuvent avoir 2 heures de langue supplémentaire, 3 heures de langue supplémentaire éventuellement, mais ce n'est pas obligatoire. Et ils vont avoir, en termes d'évaluation, un oral dans la discipline non linguistique, qui est quand même majoritairement l'histoire-géographie ou les maths dans certains cas. Euh, et sinon, ils sont évalués en contrôle continu. Pour obtenir la mention section européenne, anglais, espagnol, etc., il faut qu'ils aient au minimum 12 sur 20 de moyenne générale au baccalauréat, donc une mention, l'équivalent d'une mention assez bien, et au moins 10 à leur oral de discipline non linguistique. Oral de discipline non linguistique qui est organisé par l'établissement et dans les lycées français de l'étranger, c'est en général organisé avec des enseignants de la zone de rattachement. Et ça se passe dans le lycée. Euh, voilà pour la section européenne au lycée, donc de la seconde à la terminale. En BFI, donc bac français international. Alors ici, c'est plus du tout la même histoire. Ici, on a
des nouvelles matières. C'est-à-dire que c'est finalement euh, un, un baccalauréat avec des matières en plus, une ouverture d'esprit en plus et des heures en plus. Les élèves vont avoir une matière qui s'intitule Connaissance du monde. Connaissance du monde, en l'occurrence, du monde de la section qui les intéresse, de la section qu'ils ont choisie. Et c'est pour ça que, par exemple, en anglais, on va avoir, anglais rattaché à la Grande-Bretagne, ou on va avoir une section américaine ou une section australienne. Ok, parce qu'effectivement, on va s'intéresser à euh, ce monde-là, plus spécifiquement, le monde de la section. Deuxième matière supplémentaire, ils vont avoir ce qu'on appelle un approfondissement culturel et linguistique. Cet approfondissement culturel et linguistique, il inclut en particulier une étude de la littérature de la section, un approfondissement sur le niveau de langue, les attendus écrits, etc. Et globalement, on est là aussi sur un volume de 2 heures par semaine, bien évidemment. Et ensuite, donc ça leur fait à minima 4 heures de cours en plus. Et ensuite, ils ont une discipline non linguistique, donc comme dans la section européenne, qui, la plupart du temps, à partir de la première, est soit l'histoire-géographie, soit l'enseignement scientifique, qui va être enseigné pour moitié dans la langue de la section. Ça, c'est sur un baccalauréat bilingue. Bien évidemment, si on part sur un baccalauréat trilingue, voire quadrilingue, les heures d'approfondissement culturel et linguistique se multiplient, enfin, se rajoutent, hein, on rajoute 2 heures par langue à minima. Et sur les heures de connaissance du monde, il y en a une partie qui est commune et il peut y avoir un plus. Les épreuves, c'est pour l'épreuve de connaissance du monde, un oral de 20 minutes, qui est coefficient 20. Donc, je vous le rappelle, hein, les coefficients du baccalauréat sont sur 100 maintenant depuis la réforme du baccalauréat. Donc, cet oral de connaissance du monde, c'est un dossier qu'ont préparé les élèves euh, et qui viennent défendre pendant une vingtaine de minutes, qui est donc coefficient 20. En ce qui concerne l'approfondissement culturel et linguistique, là, ce sont 2 épreuves supplémentaires, un écrit de 4 heures et un oral de 20 minutes. Dans cette langue, ces notes de l'examen final et de l'oral de 20 minutes remplacent les notes de contrôle continu de langue vivante, qui sont normalement inclus dans le calcul du baccalauréat, puisque les langues sont normalement évaluées en contrôle continu et pas en examen final. Là aussi, cette épreuve est affectée globalement d'un coefficient 20 au lieu de 6 pour les langues vivantes. Donc ça donne un poids, évidemment, ce qui est assez logique, hein, ça donne un poids beaucoup plus important aux épreuves de langue. En ce qui concerne la discipline non linguistique, là aussi, il y a une épreuve écrite de 4 heures, plus un oral, qui remplace les notes de contrôle continu de la matière en question. Donc, si la matière, c'était l'histoire-géographie, ben, ça remplace les notes de l'histoire-géographie des bulletins. Si c'était l'enseignement scientifique, ça remplace les notes d'enseignement scientifique telles qu'elles étaient dans le bulletin. Et donc, cette épreuve est elle aussi affectée d'un coefficient 20 au lieu de 6. Ce qui fait que en bac international, hors option, au lieu d'être sur un total de coefficient 100, ok, on est sur un total de coefficient de 148. Donc,
Ça vous donne une idée. Donc, du coup, bien évidemment, le BFI, les épreuves finales ont plus de poids dans les résultats du bac que le contrôle continu, que pour un élève classique. Si j'essaye d'être claire à l'oral, j'aurais presque besoin d'un tableau là, mais pour un bachelier non section internationale, enfin, non bac international, les épreuves finales comptent pour 60% et le contrôle continu pour 40%. Pour un élève de BFI, euh, eh ben, les épreuves finales comptent pour donc 60 euh, plus 12, 72 plus l'ESP 16. Donc 72 plus 16, ça fait donc 80 88, plus encore 16, donc 98, 104. Donc ça fait environ 104 sur 148. Donc c'est un peu plus, c'est entre 60 et 70% de tête. Donc le poids des épreuves finales est plus important que en baccalauréat sans la section internationale. Les épreuves de BFI se déroulent avant les épreuves de bac général. En ces dernières années, le schéma classique, alors hors Amérique du Nord, qui est toujours un petit peu décalé, toujours un petit peu avant tout le monde, hors Amérique du Nord, les épreuves de BFI écrites et orales se déroulent en règle générale à la fin du mois de mai, alors que les épreuves de spécialité, de philo et de grand oral vont se dérouler à partir du 10-15 juin selon les zones. Voilà, donc ça fait, en fait, il faut se dire que les élèves en bac français international, ils sont en épreuve à partir du 22-23 mai, dans la majorité des pays. Voilà. Euh, S'il y a un changement de lycée et que un élève est en BFI, donc là, je réponds à Charlotte directement. S'il y a un changement de lycée et que l'élève est en BFI en section portugaise et que vous déménagez dans un pays où dans un lycée où il n'y a pas de section portugaise, euh, deux possibilités. Continuer les enseignements par le CNED, si le CNED les propose, en règle générale, oui. Et s'assurer auprès de l'établissement qu'il y aura bien un examinateur pour faire passer en particulier les oraux de langue, parce que c'est ça qui peut poser problème. Voilà. Je vais vous donner un cas très particulier. Euh, il y a quelques années, une de mes filles était encore en terminale. On a déménagé en cours d'année de terminale. Elle était en section européenne anglais. On est allé dans un lycée où il n'y avait pas de section européenne anglais. Il n'y avait qu'une section européenne dans une autre langue. Elle n'a pas pu conserver sa mention parce que, enfin sa mention européenne à son baccalauréat, parce qu'il n'y avait pas d'examinateur pour l'examiner en histoire géo en anglais. Voilà, donc ça, c'est le problème qui peut se poser. Donc, c'est une des questions qu'il faut poser en amont. Dernière possibilité, donc, de ces parcours internationaux, les doubles bacs. Alors, les doubles bacs, donc, effectivement, on est sur un. Donc, ces doubles bacs avec donc l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, ils sont issus d'accords internationaux entre comment dire, les ministères de l'Éducation et les ministères des Affaires étrangères des différents pays. Et donc, en fait, il faut remplir un certain nombre de conditions qui permettent le choix, enfin, qui permettent que l'élève obtienne les deux bacs. Donc, en fait, dans le double bac, ici, en fait, les élèves ont deux langues, deux matières supplémentaires à leur emploi du temps classique.
ils ont une première matière qui est un enseignement spécifique d'histoire géo. Donc ici, on n'est plus dans l'histoire géo qui est enseignée en partie dans la langue du bac international ou de la section européenne et en partie en français. Non, ici, on est sur un enseignement spécifique d'histoire géo avec un programme qui correspond au pays du double bac. Donc en Allemagne, par exemple, euh, les élèves ont de l'histoire-géographie allemande enseignée en allemand. Et ils ont aussi une épreuve, une matière qui s'appelle littérature et langue, et qui est une matière où en fait ils vont travailler la littérature de la langue en question. Ces épreuves, enfin ces matières donnent lieu en termes de volume horaire, correspondent à donc 4 heures d'histoire-géographie en espagnol, enfin d'histoire-géographie Espagne, de l'Espagne, de l'Allemagne ou de l'Italie, et euh, 4 heures de littérature pour l'espagnol et l'italien, et 6 heures de littérature pour l'allemand, pour l'abitur. L'évaluation se fait sur la base de 2 écrits de 5 heures en histoire géo pour tous les doubles bacs et de 4 heures en langue pour l'espagnol et l'italien, 5 heures pour l'allemand, plus un oral de nouveau de 30 minutes en allemand, 20 minutes en, en espagnol et en italien. Et à ce moment-là, les élèves obtiennent le bac français et le diplôme étranger. Ce qui peut, dans certains cas, euh, pour des profils d'élèves très installés dans le pays dans lequel ils sont, très à l'aise dans la langue en question, ce qui peut faciliter les inscriptions à l'université localement, dans les universités espagnoles ou dans les universités allemandes, etc. Voilà. Euh, Alors, à quel moment de la scolarité se fait le choix du BFI? Première et terminale, puisque le bac est sur les 2 années enfin, sur la fin du cycle terminal, sur l'année de première et l'année de terminale. Et donc, le choix du BFI se fait en première et en terminale. Enfin, donc, à la fin de la seconde, en fait. De nouveau, souvent, ce sont des enfants qui sont déjà en section internationale en seconde, si ces sections sont ouvertes dans les établissements dans lesquels sont scolarisés vos enfants. Alors, je vérifie juste avant de passer à la suite que je n'ai pas raté de questions. Donc, pour les épreuves orales de langue, que ce soit pour les sections européennes ou les sections en langue orientale, elles se déroulent en règle générale au mois de mai, au moment des épreuves de BFI, des oraux de BFI. Ça se déroule en tout cas, pour les établissements de l'hémisphère nord. Évidemment, pour les établissements de l'hémisphère sud, donc qui passent leur baccalauréat en novembre, cette année, les épreuves de BFI et de section internationale étaient toutes fin octobre, alors que les élèves passaient leur baccalauréat aux alentours du 15 novembre. Voilà. En gros, il y a une quinzaine de jours d'écart entre les épreuves de section internationale, quelle que soit la section internationale choisie, et les épreuves écrites du baccalauréat. Évidemment, en terminale uniquement. Alors, à qui s'adressent ces parcours? Donc, évidemment, pour vous donner une idée, en 2024, il y a 1000 élèves sur les à peu près 20 000 bacheliers du réseau de la l'AEFE qui ont été diplômés d'un baccalauréat français international. C'est quand même un petit nombre d'élèves. Alors, c'était le démarrage, donc c'est amené véritablement à monter en puissance et on le voit bien avec nos élèves. En fait, il y a quand même de plus en plus d'élèves qui choisissent ce parcours. Mais j'insisterai quand même sur le fait que ce sont donc des parcours
à l'exception des sections européennes ou des sections en langue orientale, qui imposent aux élèves des heures de cours supplémentaires. Donc, en fait, qui alourdissent l'emploi du temps, de même que peuvent alourdir l'emploi du temps certaines options. Donc, ça s'adresse évidemment en priorité à des élèves qui sont inscrits en section internationale en seconde, si la section internationale en seconde existe. Comme je l'ai dit, des élèves qui sont aussi capables de gérer en termes de temps en classe, temps de travail personnel, vie sociale, etc., un nombre d'heures de cours plus important. En BFI, sur un BFI bilingue, on est sur un minimum de 32 heures par semaine. En double bac, on est sur un minimum de 31 heures par semaine. Un élève qui prendrait un BFI trilingue, c'est-à-dire avec deux langues, euh, donc sa LV2 1 et sa LV2, en section internationale, on est sur un volume horaire de 36 heures de cours par semaine. Donc ça commence à faire des semaines assez lourdes quand même, hein. Donc, et quadrilingue, on rajoute encore des heures. Bon, quadrilingue, j'avoue que je n'ai pas en tête d'exemple, et j'ai pas trouvé de statistiques. Donc, je ne sais pas s'il y a véritablement des élèves qui choisissent des parcours quadrilingues. Trilingue, oui, ça j'en ai eu, mais quadrilingue, j'ai pas connaissance. Ça s'adresse quand même à des élèves, alors c'est souvent le cas dans les lycées français de l'étranger, hein, dans une grande majorité, à des élèves qui ont déjà un bon niveau de langue. Il faut savoir que sur le BFI, le niveau visé en fin de terminale, c'est donc un niveau C1. Donc un niveau C1, c'est déjà c'est un très bon niveau de langue, une véritable aisance et à l'écrit et à l'oral. Et une bonne connaissance de la culture de la section choisie, de la littérature de la section choisie. Ça veut dire que les élèves vont être amenés à lire des ouvrages de littérature anglaise, allemande, etc., à les étudier comme ils étudient leurs textes de français, en fait. Alors, pas forcément avec les mêmes techniques, etc., mais c'est véritablement être capable de rentrer dans une, un- une appréciation littéraire d'un ouvrage. Euh, Donc ça, c'est sur les exigences en termes de niveau de langue, donc qui paraissent évidemment évidentes. Ça s'adresse aussi à des élèves qui vont chercher à renforcer leur côté, leur profil international pour leur orientation, pour leur projet d'orientation. Euh, Même si on va le voir, la prise en compte de cette dimension internationale dans l'orientation, elle est encore en devenir. Mais bon, ça marque quand même le profil de l'élève dans Parcoursup ou dans des filières étrangères comme étant un élève international. Et puis, ça s'adresse aussi, et ça me semble quand même important, à des élèves qui peuvent être tout simplement au-delà de leur questionnement d'orientation, de leurs envies d'orientation, etc. Ça s'adresse aussi à des élèves qui sont curieux et qui finalement souhaitent aller plus loin sur leur ouverture au monde, leur compréhension de certaines choses, de certaines spécificités culturelles, une meilleure maîtrise de la langue, etc. Donc, euh, c'est important. Il y a des élèves qui choisissent de faire le BFI parce que ça les intéresse. Et c'est tout à fait louable en fait, parce que ils veulent avoir cette approche, cet élargissement en fait un petit peu de leur univers. Euh, Même si de nouveau, dans les lycées français de l'étranger, on a affaire à des élèves qui sont le plus souvent beaucoup plus ouverts sur le monde, mais certains veulent aller encore plus loin. Euh, alors, euh, c'est pas possible de cumuler BFI et double bac. En revanche, dans les établissements qui proposent euh, le double bac, alors je pense par exemple au lycée français de Munich, on peut faire un double bac avec l'habito allemand ou on peut aussi suivre un parcours BFI.
En revanche, en Espagne, par exemple, alors en Italie, je suis moins certaine, mais en Espagne, par exemple, les double bacs sont le plus souvent gérés dans des établissements espagnols. Dans les lycées français d'Espagne, ce qui va vous être proposé, ce sont des parcours en bac français international, de mémoire. Voilà, mais c'est pas possible de cumuler les deux, par contre. Les épreuves ne sont pas les mêmes, les matières ne sont pas les mêmes, donc forcément, c'est un peu compliqué. Alors, on en parlait tout à l'heure, on l'abordait un tout petit peu tout à l'heure, la prise en compte de ces parcours dans l'orientation. Alors, déjà, il faut le dire, hein, les élèves qui sont inscrits en BFI, même si on n'a finalement que 2 années de recul, puisqu'on n'a que les promos de 2024 et 2025, ont des résultats au bac qui sont meilleurs que ceux de leurs camarades. Euh, en partie grâce aux coefficients des épreuves spécifiques qui leur sont favorables, puisque ce sont en général des élèves qui sont bons en langue, voire très bons en langue, voire qui parlent la langue de la section couramment, qui parfois la parlent à la maison ou dans la cour, et qui donc, les coefficients 20 sur ces épreuves de langue, évidemment, valorisent, enfin, comment dire, augmentent leur moyenne. Donc, ils ont globalement, donc, ils ont des résultats supérieurs à ceux des élèves en bac classique et ils ont 2 fois plus de mentions. Donc, de manière générale, et là, je ne parle pas, enfin, dans les lycées français, enfin, je parle dans les lycées français de l'étranger en général. Donc, en BFI, ils sont 50% à avoir une mention très bien contre 25% pour le cas général. Euh, pour les formations en France, la prise en compte de ces parcours, euh, elle est encore, euh, elle est encore un peu timide. Alors, ça se déroule comment? Et donc là, je le répète, nous n'avons que 2 ans d'historique, donc 2024 et 2025, puisqu'il n'y a eu que 2 promos de BFI jusqu'à présent. Euh, Elle se déroule comment? Pour les élèves, ils vont pouvoir préciser dans la rubrique activités et centres d'intérêt dans Parcoursup, qui est une rubrique qui se décline en 4 blocs dans laquelle ils vont pouvoir un petit peu décrire les spécificités de leur parcours personnel. Donc ça, là, ils vont pouvoir mettre en évidence, insister sur leur ouverture internationale et les choix qu'ils ont faits en termes de parcours international au lycée. Ensuite, les formations, elles, ont la possibilité de taguer, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de taguer les élèves qui ont les matières spécifiques du BFI ou d'un double bac. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes, donc certaines classes prépa le font, elles vont faire ressortir en premier les élèves qui ont dans leur bulletin la matière connaissance du monde, par exemple. Ok. De manière à faire ressortir tous ces élèves qui ont le bac français international. Pourquoi? Parce que ce sont des formations qui vont privilégier les élèves avec de très bons niveaux de langue. Certaines formations, comme par exemple à la Sorbonne, il y a une licence qui a été ouverte en International Track. Euh, je ne sais plus le sujet de la licence, le thème de la licence, excusez-moi, j'ai un trou. Mais eux, par exemple, et c'est clairement expliqué dans Parcoursup, ils privilégient des élèves, donc ils vont mettre en priorité, en tête de liste, des élèves qui ont un parcours BFI. Mais ça reste encore un petit peu timide. Voilà. Ça va être de mieux en mieux pris en compte, mais ça reste un peu timide. Pour les premières promos, c'est vrai que l'investissement en temps, euh, ne s'est pas nécessairement traduit
par des réponses à leurs vœux d'orientation beaucoup plus favorables ou une excellente prise en compte de ces parcours par les filières sélectives. Maintenant, plus on avance, plus on a de recul sur ce BFI et plus les formations savent qu'on est sur des profils quand même d'élèves de très très bon niveau, avec d'excellents niveaux de langue, qui sont en général au moins bilingues, voire le plus souvent trilingues, et qui donc vont avoir tendance à privilégier ces candidats-là. Pour les formations à l'étranger, donc dans les systèmes UCAS, dans les systèmes StudyLink aux Pays-Bas ou etc., c'est encore, alors là, c'est encore plus timide, c'est assez peu lisible, euh, et donc, bon, c'est pas réellement pris en compte. Voilà. Euh, voilà ce que je peux vous dire en termes d'orientation. Euh, Alors, pour répondre à la question de Paten, ben, ça s'adresse à un élève de terminale essentiellement pour la partie, parce que j'imagine qu'il a déjà fait ses choix si on est là en milieu de terminale. Donc, il n'y a pas de question à se poser sur est-ce qu'on va faire section euro ou est-ce qu'on va faire BFI. En revanche, voilà, la partie sur l'orientation peut être intéressante. Et en ce qui concerne la question de Charlotte, est-ce qu'une option, je ne suis pas sûre que ce soit possible, c'est-à-dire que si la section euro est dans votre lycée avec les maths, je ne suis pas sûre que ce soit possible de s'inscrire dans une autre discipline non linguistique au CNED. Je ne suis pas sûre qu'il y ait la possibilité de faire cet arbitrage-là, que ce soit autorisé. Honnêtement, j'aurais tendance à dire que j'imagine que non, mais parfois on peut être surpris. Donc pareil, les sections européennes, les sections en langue orientale, bah là pour le coup, elles ne sont pas visibles sur Parcoursup. Sauf si, enfin, sauf dans la rubrique activités et centres d'intérêt, dans laquelle l'élève va faire figurer le fait qu'il est en section européenne. Elles peuvent apparaître sur les bulletins si dans les bulletins, vous avez, par exemple, en histoire géo, deux notes, ça peut arriver. Une note histoire géo, section française, histoire géo, section langue orientale. Voilà. Et ensuite, ça va apparaître dans les notes de langue, bien évidemment. Mais il n'y aura pas de mention spécifique. Voilà un petit peu pour l'ensemble de ces parcours. Donc, je sais que c'est souvent, c'est un peu, c'est un peu compliqué et parfois un peu confus. Donc, si, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Euh, Nous, dans le cadre d'Averroès e-learning, on propose un accompagnement qui est dédié aux élèves des lycées français de l'étranger, qui se déroule toujours en petits groupes et toujours en visio, à l'exception de notre centre en présentiel au Maroc, centre historique depuis bientôt 25 ans. Et donc, en fait, on accompagne les élèves soit tout au long de l'année, dans le cadre de cours hebdomadaires de suivi, etc., soit au travers de stages pendant les vacances scolaires, et là, avec des calendriers qui s'adaptent complètement à vos vacances dans vos établissements et ou bien des modules ponctuels à la carte, c'est-à-dire que un élève a un devoir la semaine prochaine et il veut travailler en mathématiques les polynômes du second degré et réviser et faire des exercices sur les polynômes du second degré, on va lui proposer une séance de révision pour préparer son contrôle. Voilà. Alors, avant que je Alors, je reprends les deux questions qui viennent d'apparaître. Donc, est-ce que... Si.
ils peuvent mettre la section européenne, le fait qu'ils participent à une section en langue orientale dans la rubrique dans la rubrique, sur Parcoursup, il y a une rubrique qui s'appelle Activités et centres d'intérêt, et il y a une question, un bloc qui est relatif à l'ouverture au monde. Et en fait, dans ce bloc consacré à l'ouverture au monde, à l'ouverture culturelle et ouverture au monde, dans les indications d'ailleurs de Parcoursup, on invite les élèves à préciser les parcours internationaux, leur certification de langue, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que les élèves rédigent quand ils font leurs vœux sur Parcoursup et qui est accessible à l'ensemble des formations auxquelles ils candidatent. Et pour répondre à Laetitia, alors pas du tout, le BFI, ce n'est pas du tout la même chose que l'IB. L'IB, c'est donc l'International Baccalaureate. C'est géré par une association basée à Genève avec un fonctionnement complètement différent du bac français international. Le bac français international, c'est d'abord un bac français dans lequel on rajoute une dimension internationale forte. Alors que l'IB, alors vous pouvez le passer en français ou en anglais, c'est un fonctionnement qui est complètement différent. Ça reste un diplôme de second cycle, mais l'IB va être organisé dans des écoles internationales. Où il y a certains lycées français, je pense par exemple à celui de Hong Kong. Dans le lycée français de Hong Kong, il y a deux sections. Il y a ce qu'ils appellent une section française, donc qui prépare le bac français et le BFI d'ailleurs. Et il y a aussi une section internationale en langue anglaise entièrement, dans laquelle les élèves préparent l'IB. Voilà, donc ce sont deux diplômes différents. Voilà, et pour finir un peu sur qui nous sommes à Averroès e-learning, donc effectivement, on est deux fondateurs, hein, donc moi-même et Albin. Et ensuite, et c'est ça que je souhaitais préciser ce soir, on travaille en fait uniquement avec des enseignants, pas d'étudiants, donc des enseignants qui sont habitués, formés au lycée français de l'étranger, aux parcours internationaux des élèves, à leurs spécificités, qui travaillent sur leur fuseau horaire et qui sont, pour la plupart d'entre eux, examinateurs au bac ou anciens examinateurs au bac ou au concours. Voilà. Voilà un petit peu tout ce que je voulais dire, tout ce que je pouvais vous dire pour ce soir. Donc, je laisse nos coordonnées si vous avez besoin à la fin là, pendant les dernières minutes. Euh, le BFI, c'est pareil que le bac section internationale. Enfin, c'est l'ancien OIB, option internationale au baccalauréat. Voilà. C'est le nouveau nom d'il y a 2 ou 3 ans. Et s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été si nombreux ce soir. Et notre prochain webinaire, toujours avec la FAP, qui aura lieu le 5 février, je crois, je ne me trompe pas. Le 5 février sera consacré au choix des spécialités en classe de seconde. Voilà. Euh, alors, je suis désolée, Miguel, je viens juste de voir votre question. En ce qui concerne votre fille, il faudrait vérifier qu'il y a une section internationale au lycée de Madrid dans lequel elle est inscrite en anglais et qu'elle peut y participer. Sinon, en fait, c'est vraiment géré établissement par établissement. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc ça dépend si elle est à Villanueva, si elle est au LFM. euh, voilà. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ultérieurement, vous pouvez toujours nous contacter. On essaiera de répondre le plus complètement possible. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très très bonne fin de soirée. Au revoir.